L'hiver, la taille représente 4 à 5 mois, pendant lesquels les sécateurs sont en action. Qu'est-ce qu'on fait? On va limiter le nombre de boutons à fruits sur un arbre. Et puis en limitant le nombre de fruits, ça va permettre à l'arbre de pouvoir nourrir beaucoup mieux les fleurs qui sont sur les boutons à fruits qui sont là. Donc une branche comme ça, on va lui garder 3, 4 boutons à fruits, c'est des arbres jeunes, donc il ne faut pas qu'on les fasse trop charger. Donc là, on supprime cette grosse branche et on vient garder que celle-là pour permettre de la lumière également. Et on gardera ces 4 brindilles à fruits. J'ai essayé de voir si elle était flexible, si elle allait pouvoir se courber avec la charge du fruit. Et si elle est flexible, je la garde. Si elle n'est pas flexible, je la coupe parce que je ne veux pas garder de branches montantes et fortes. Parce qu'elles vont devenir automatiquement trop fortes et on ne pourra pas maîtriser l'arbre. Au printemps, lorsque le pommier fleurit, il vit sur la réserve du bois. Les fleurs prennent sur la réserve du bois parce que le système racinaire n'est pas encore en marche. Donc, on taille pour diminuer le nombre de fleurs afin de permettre à l'arbre d'avoir assez de réserve pour bien nourrir ses premières fleurs dont on a vraiment besoin pour faire les belles pommes qu'on veut amener à tout prix sur le marché. La mésange est un très bon prédateur. C'est le premier prédateur qui arrive pour manger les chenilles sur les arbres. Les différentes chenilles, elles sont très nombreuses, puisque dans un verger, il y a énormément d'insectes, prédateurs et nuisibles. La mésange fait partie d'un oiseau qui détruit des chenilles nuisibles. Voilà. Tout pomiculteur se doit d'entretenir son verger tout au long de l'année. Il faut impérativement que le verger soit toujours très propre, que les branches soient bien broyées, que les feuilles soient bien broyées, de faire en sorte que tous les risques sanitaires soient écartés. Après la taille d'hiver, Alain Pouquet nettoie ses interrangs, c'est-à-dire ses allées, entre les rangs d'arbres. À l'aide de joystick dernier cri, il commande un endaineur double tête qui ramène vers le centre les feuilles mortes, quelques vieilles pommes résiduelles oubliées ici ou là, les herbes inutiles et surtout le bois de taille laissé par les tailleurs. Ces éléments biologiques, forts d'hiver, sont immédiatement broyés à l'arrière du tracteur. Cet entretien hivernal est conçu d'abord pour lutter préventivement contre la tavelure, un des cauchemars des producteurs de pommes. Il s'agit d'un minuscule champignon provenant précisément de ces résidus végétaux au pied des pommiers et qui produit sur les arbres, les feuilles et les fruits de bien fâcheux dommages. Une fois broyés, ces éléments organiques forment un compost qui enrichira au final la pommeraie. Toujours dans un souci de planification et de prévention contre les maladies, certaines plantes ou arbustes sont volontairement maintenus, comme ici le pommier fleur qui permet de polliniser les golden et produit ses propres petites pommes d'un intérêt gustatif limité, sauf pour certains. On a une équipe d'Asiatiques qui vient pour la cueillette et ils sont très friands de ces petites pommes qui font un vinaigrette, au vinaigre et qui mangent comme ça d'apéritif. À proximité immédiate des pommiers, des haies végétatives sont soigneusement entretenues afin d'attirer les prédateurs qui, une fois sur place, feront leur affaire aux nuisibles. Ainsi s'explique la présence de ce noisetier ici en tout début de floraison. C'est maintenant le printemps. Les arbres se couvrent de fleurs. Les pomiculteurs se dépêchent de défendre leurs arbres contre un papillon indésirable, le Carpocaps. Il s'agit tout simplement de poser des diffuseurs d'hormones. Ce sont des lacets rouges qui diffusent tout au long de l'été une hormone. C'est extrêmement léger, c'est extrêmement... ça n'a pas d'incidence, aucune nuisance par rapport lorsqu'on intervient dans les vergers. Et ça fait en sorte que le Carpocaps est perturbé et ne va pas à la pomme. Vous savez que le Carpocaps, c'est le ver de la pomme, c'est lui qui génère toute cette dégradation qui est très désagréable lorsqu'on croque dans une pomme. Mais de nombreux autres insectes représentent une menace pour la culture de la pomme, à l'instar du Xylébore disparate qui, lui, menace l'arbre tout entier. Aussi, les pomiculteurs installent-ils ces pièges englués en croisillon, en dessous desquels un attractif puissant, de l'alcool pur ou coupé, est stocké dans ce vase en plastique. Les xylébores sont ainsi attrapés comme des mouches en se collant aux ailettes du dispositif.
Mais le printemps, c'est surtout le moment de la pollinisation. Le pollen, de fleur en fleur, doit circuler dans la pommeraie pour féconder les arbres et donner naissance aux fruits. Le vent joue un rôle important, mais aussi de nombreux insectes, au premier rang desquels la sympathique abeille. Butinant ici et là, elle transporte le pollen qui s'accroche à ses poils et c'est la fécondation croisée. Pour éviter que les abeilles ne butinent et ne pollinisent d'autres fleurs que celles des pommiers, les arboriculteurs broient méthodiquement les interrangs, notamment pour limiter la présence de fleurs de pissenlit. Au début de l'été, les vergers sont recouverts de filets anti-grêle, celles-ci se révélant souvent catastrophiques pour les pommes. Les premiers fruits sont apparus. À présent, il s'agit pour les pommiculteurs d'épamprer, c'est-à-dire d'éliminer les branches et les feuilles qui encombrent l'arbre et compromettent sa rentabilité. Pour désigner ces pousses indésirables, les professionnels utilisent un mot particulièrement parlant, les gourmands. Un gourmand, c'est une pousse de l'année qui n'apporte aucun fruit. Donc c'est des pousses qu'on supprime pour éviter que l'arbre se fatigue. Pendant cet épamprage, des personnels procèdent à une autre opération. Ce que nous sommes en train de faire, ça s'appelle l'éclaircissage des pommes. Et ça consiste? Enlever les plus petites, celles qui sont abîmées et laisser des bouquets de 4. D'accord, 4 maximum. Ouais, voilà. Les pommes abîmées le sont à cause des insectes ou éventuellement de la grêle. C'est aussi à cette époque que, lorsque le besoin est impératif, les arboriculteurs sont amenés à intervenir ponctuellement sur les vergers avec des produits respectant la réglementation, de plus en plus ciblés sur les ravageurs. Quant aux besoins en eau, le terroir limousin suffit au bonheur des pommiers et l'irrigation des vergers est gérée avec beaucoup de parcimonie. La récolte approche et bientôt ces palox, c'est leur nom, vont être remplis de quantités de pommes. Début septembre, les efforts de toute une année sont récompensés. Les pommes ont atteint leur taille maximale, c'est la cueillette. Les cueilleurs se saisissent des fruits et les détachent de la branche d'un mouvement rotatif délicat, car il s'agit de conserver le pédoncule, c'est-à-dire la tige de la pomme. Les cueilleurs ou cueilleuses remplissent ces sortes de petits paniers puis vont les vider avec précaution dans les 3 à 6 palox qui leur sont attribués, un système d'étiquettes empêchant toute confusion. La traçabilité de chaque fruit commence dès cette étape. Une personne est obligée de remplir 3 palox par jour, c'est-à-dire une tonne de pommes environ, et dans ces 7 heures. Et tout palox supplémentaire est payé temps du palox. Voilà. Par contre, s'il fait un certain nombre de pourcentages, ce prix au palox peut baisser. Les cueilleurs ou cueilleuses doivent éliminer sans état d'âme tous les fruits dépréciés, c'est-à-dire impropres à la mise en rayon. Puis des tests aléatoires sont effectués permettant d'établir un pourcentage approximatif par palox de fruits abîmés. Alors qu'est-ce qu'elles ont ces pommes? Alors ces pommes ont été mâchées. À mon idée à moi, soit sur l'arbre, elles ont touché une branche, ou soit le rebord du sac. Les critères de cette sélection très rigoureuse sont appris ou rappelés aux cueilleurs afin que la récolte se passe au mieux. Là, on est quand même chez des très bons propriétaires parce que moi, je sais qu'ils nous ont montré plein de choses. Ils sont vraiment très gentils. Ici, une quinzaine de cueilleurs saisonniers suffisent à récolter en quelques jours toutes les pommes de l'exploitation. Ils sont logés par les propriétaires et reviennent fidèlement, certains même depuis 20 ans. En août 2013, et malgré les filets, une grêle d'une grande intensité a malmené les 12 hectares de vergers d'Alain Plouquet. Effectivement, nous avons eu une grêle très maussade qui nous a touché au début août, qui a touché le fruit et qui nous a laissé des impacts sur les fruits, qui a fait ces espèces de crevasses qui se sont cicatrisées, mais qui malheureusement font que ces pommes ne peuvent pas être commercialisées à table. Donc voilà, leur destination c'est l'industrie, c'est la compote. Une fois sortis des interrangs, les palox sont réunis en bordure des pommeraies.
Des engins spéciaux tirés par des tracteurs les dirigent 12 par 12 vers un point de stockage à partir duquel on va pouvoir les charger dans de gros camions. La manœuvre est précise et délicate car là encore, l'intégrité parfaite des fruits doit être assurée. Tous les chocs sont susceptibles de mâcher les pommes et qui dit pomme mâchée dit pomme non présentable sur les étals. Enfin, c'est le départ vers la centrale fruitière. Qu'elles soient destinées aux étals des commerçants ou aux industriels, les pommes doivent d'abord être réunies et stockées dans une station fruitière comme ici la maison Méline. Les palox sont entreposés dans d'immenses chambres froides où la température se situe entre 1 et 3 degrés Celsius. On retire aussi une partie de l'oxygène ambiant afin de ralentir la maturation du fruit qui peut de la sorte ne pas se dégrader du tout pendant 10 mois. À partir de là, on va déstocker petit à petit les fruits pour les trier et les faire parvenir in fine aux différents clients. En sortie de palox, les pommes suivent des sortes de circuits d'eau afin de ne pas du tout les abîmer. Puis elles passent sous l'œil scrutateur de caméras haute définition. Il faut trier ces pommes suivant leur grosseur, suivant leur couleur et suivant leur qualité. Donc en combinant catégorie, qualité, couleur, on arrive à faire une centaine de produits finis différents. C'est les caméras qui détectent les défauts, les défauts qui changent de couleur, comme une mâchure de cueillette, comme du russetting quand la pomme a un aspect un peu grisâtre, ou un impact de grêle, ou une tache de tavelure. Tout ça, la caméra va le détecter et va l'envoyer sur une sortie attribuée. La principale préoccupation des personnels consiste donc à trier et à conditionner toutes ces pommes en fonction de leur type et de leur destination respective, une centaine au total comme il a été dit. Jusqu'au bout de la production, l'obsession demeure le fruit abîmé, même légèrement, que les caméras n'auraient pas vu et qui sera impitoyablement déclassé et donc rejeté. Puis une fois étiquetés individuellement, les différents types de conditionnement sont acheminés vers une zone de dépôt, d'où ils pourront partir vers les centres de distribution. Au dernier moment, les caisses sont disposées en palettes, puis solidement solidarisées entre elles par des rubans en plastique tendus, les feuillards. Pour atteindre le Graal du producteur européen de pommes, cette fameuse AOP, appellation d'origine protégée unique en France pour la pomme du Limousin, le cahier des charges est draconien, en particulier eu égard au taux de pesticides présents dans ou sur le fruit. La zone de production pomme du Limousin, qui se situe aux confins de 4 départements, a quant à elle adopté une norme encore plus drastique. On a des cahiers des charges de clients qui nous demandent de travailler en tiers de LMR par exemple. La LMR, c'est la limite maximale de résidus autorisés. Donc la loi impose un taux de résidus, un niveau de résidus, et on a des clients qui veulent qu'on ait un tiers de cette limite officielle. Le client final, que ce soit la loi 100% de la LMR ou un tiers de LMR, pour lui c'est toujours des résidus. Donc c'est difficile de communiquer là-dessus. Malgré cette recherche permanente de qualité, la filière pomme en Limousin souffre d'un étranglement des prix en aval au niveau des distributeurs. C'est un scandale quand on voit le prix des pommes au départ de chez l'arboriculteur et lorsqu'on voit le prix dans des magasins spécialisés, on ne peut pas accepter. L'arboriculteur ne peut pas continuer à vivre avec le prix qu'on lui propose au kilo, c'est pas possible. Des fois on arrive à nous payer nos pommes en dessous de notre prix de revient. C'est-à-dire aujourd'hui on a le couteau sous la gorge et j'ai une peur terrible que l'arboriculture dans le Limousin disparaisse définitivement si personne ne fait absolument rien pour sauver cette production ici qui emploie quand même du personnel et voilà. Malgré la vigilance et la qualité des soins prodigués par les pommiculteurs, entre 10 et 20% des fruits sont, comme nous l'avons déjà vu, impropres à la mise en rayon. Toutefois, des débouchés industriels existent pour transformer ces pommes en compote, en cidre ou en jus de pomme. Le producteur Le Père de France, dépositaire de la marque Décojus, a accepté que nous filmions sa chaîne de production. Les pommes ayant échoué au minutieux examen pour être déclarées pommes à couteau sont entraînées vers une broyeuse qui les transforme en pulpe.
Une fois pressurée, celle-ci libère un jus qui est filtré soigneusement. Les bouteilles vides qui arrivent sont nettoyées de l'intérieur afin d'en extraire une éventuelle poussière de verre. Puis elles sont remplies, ici de jus de pomme, bouchées et équipées d'un muselet à plaque comme on le fait en Champagne. La mise en carton achève la chaîne de production. Les camions peuvent venir et la distribution commencer. Laissons une dernière fois la parole à Alain Pouquet qui nous rappelle tous les efforts qui furent nécessaires pour faire de la pomme du Limousin ce fruit si séduisant. Cette appellation donc est très longue à obtenir. Il faut, dans le cas de la pomme du Limousin, il a fallu 14 ans. Ça a été très long à partir du moment où nous avons constitué une association de producteurs en syndicat qui a élaboré donc et échafaudé cette appellation avec son cahier des charges et qui surtout a prouvé que nous avions effectivement une qualité supérieure, que nous étions différents. C'est un produit qui est relativement exceptionnel, ce croquant, ce juteux, cette onctuosité font que c'est un produit qui se démarque.